FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodic Bibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditeurs, auditrices de Diaspora FM, heureux de vous retrouver en ce vendredi soir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, la date, c'est bel et bien le 14 avril 2023, évidemment le lendemain de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, jour d'arrivée en principe du président Paul Kagame, qui vient donc pour une visite officielle de 3 jours quand même, qui seront, on va dire, remplis pour le chef de l'État et toute la clique présidentielle, sans oublier le gouvernement, l'Assemblée. Je crois qu'il y aura toutes les mobilisations. Vous avez compris, c'est point 7 qui vous parvient pour le compte de cette semaine. Et j'ai en studio avec moi Vincent Fortuné Azoba. Bonsoir. Bonsoir, Pédri Ludovic Dagba. Bonsoir à tous les auditeurs de Diaspora FM. Votre vis-à-vis n'est pas encore là, mais il vient de se signaler, il serait maintenant un peu plus proche, parce qu'il y a 10 minutes, il nous disait qu'il était dans les encablures de Akasato. Donc j'estime qu'il est déjà vivement proche qu'il nous rejoigne. De nous. Peut-être qu'on va l'appeler en direct pour savoir où il se trouve exactement, ou peut-être au portail du centre Chievra, qui abrite évidemment Diaspora FM et Eden Télévision. Alors la semaine dernière, vous n'étiez pas avec nous. Vincent Fortuné, vous nous avez fait faux bon? Non, c'est pas du faux bon. Vous savez que ce n'est pas de mes habitudes. Mais j'ai été pris du coup dans un programme imprévu. J'ai été embarqué, comme je vous l'avais dit, au téléphone dans un programme qui devait m'amener hors de Cotonou. Et ce qui a été fait, voilà pourquoi j'étais pas de ce grand rendez-vous, parce que le sujet qui était sur les tapis m'intéressait beaucoup, mais malheureusement, j'ai eu plus urgent, je suis parti, je suis de retour et je suis là, on va faire le débat. Alors, quel regret vous avez par rapport au sujet de la semaine dernière? Lequel qui vraiment était important pour vous? Oh ouais, le sujet relatif au Dauphinat m'intéressait tellement. Malheureusement, je n'étais pas là, j'ai suivi un peu l'émission, je n'ai pas tout fini. Bref, je crois que nous en reviendrons des jours à venir. Non, mais vous pouvez y aller, le temps que Julien Kitty nous rattrape très rapidement. Quelle est votre religion sur la question? Pour vous, il est candidat ou il n'est pas candidat, Olivier Boucault? Vous savez, sur la question, moi je suis dubitatif. Je suis dubitatif et c'est le moment de dire que au Bénin, je crois que c'est par là qu'on commence. Qu'ils vous souviennent, en 2016, c'est des jeux du genre qui avaient été faits pour nous imposer entre griffes la candidature de Patrice Talon. Pourquoi parlez-vous d'imposition de candidature? Non, c'est pourquoi j'ai dit entre griffes, parce que beaucoup étaient candidats. Personne n'a jamais été empêché, Non, personne n'a été empêché, mais je vais vous dire ceci. Patrice Talon lui-même l'a dit plusieurs fois, il n'était pas partant. Il n'était pas partant. C'était avant les décisions. Bien sûr. C'était avant coup. Bien sûr. Il n'était pas partant. On réfléchissait s'il faut y aller, s'il faut pas y aller. Non, il ne réfléchissait pas. Il avait déjà pris des attaches avec des hommes politiques qu'il voulait coacher, qu'il voulait pousser. Mais avec les supputations des rues, de la rue, ça y est, voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, cela ressemble à des supputations, mais intéressées, parce que c'est trop beau pour que ça soit des trucs spontanés. C'est trop beau, et je crois que ceux qui font ce travail tiennent un bon filon.
Ah ouais? Oui, bien sûr, parce que si ce n'est pas le cas, je crois que l'intéressé pourrait déjà commencer par dire attention, arrêtez-moi ça. Je ne suis pas intéressé. Mais c'est tout comme c'est des ballons d'essai qu'on jette dans l'opinion pour avoir le résultat, pour avoir voir un peu quelles pourraient être voilà, les tendances, la tendance qu'on noterait. Mais il faut qu'on se dise au Bénin, quand bien même on peut même porter Patrice Talon en triomphe s'il cela arrivait, mais à faire des dauphinats au Bénin tel que ça se passe, je crois pas que ça soit aussi facile que comme ça. Et si c'était le cas, selon vous, est-ce que ça va mordre? Ça va mordre. Moi, mon avis, c'est ça que je disais tantôt, je ne crois pas que cela puisse mordre facilement comme ça, parce que on connaît le Bénin, on connaît véritablement le Bénin. Facile? C'est pas du tout facile pour que ça morde, encore que les gens ont souffert 10 ans. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens ont souffert 10 ans. Les Béninois ont souffert. Les Béninois grand B ou les Béninois petit B? Non, c'est grand B. Bien sûr que c'est des Béninois grand B. Je fais partie des Béninois. Je sais que nous souffrons. Vous êtes Béninois et vous n'allez pas me dire que vous êtes mieux lotis. Mieux lotis? En tout cas, je sais que je travaille. C'est déjà bien. Et je souhaite gagner plus. Que ce que je gagne. Si vous souhaitez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut combler, qui a manqué et qui manque à tous les Béninois. Dans tous les cas, même le Richard, il veut gagner plus. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas à la même enseigne. Non, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ouais. Du tout pas. Il y a des gens qui ont encore des problèmes du minimum. Oui, les gens qui ne mangent pas, mangent plus à leur faim. Donc, il faut quand même que quelque chose change. Mais si on doit dire, on fait la continuité, je crois que ça va être un problème à gérer. Encore que au sein de la majorité présidentielle, il y a beaucoup d'autres prétendants qui ne se signalent pas encore, mais des noms sur qui, vous le savez bien, ça n'est pas que Olivier Bokor. Tout à fait. Non. Il risque même d'avoir des combats de pugilat au sein de la mouvance présidentielle. Il n'y a rien à faire. Pourquoi pas? Parce que vous n'allez pas me dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, il s'est fait un peu beaucoup plus discret. Le président du tout-puissant parti, l'IPR, je vais nommer Maître Joseph Diogbenou ne va pas se taire seulement comme ça. Beaucoup pensent qu'il est déjà écarté. Beaucoup pensent qu'il est déjà écarté. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il est déjà écarté, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Au-delà de tout, c'est vrai que peut-être ils ont le mentor qui décide, mais lui, en tant que chef de parti, c'est vrai, parachuté. En tant qu'individu? Il a ses ambitions. Il a des ambitions. Il a ses ambitions qu'on ne peut pas lui empêcher d'en avoir. Du tout pas. Puisque vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir des ambitions. Maintenant, si je n'ai pas les moyens d'aller, mais je vais l'exprimer d'abord. Je dis, moi aussi, je veux briguer. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, il a dit, c'est à cause de la candidature de Patrice Talon qu'il renonce à sa candidature. Il a bien dit. Oui. Sinon, il était parti pour être candidat. Surtout avec son parti, son mouvement. Oui. Qui s'est mué entre-temps en parti politique. Alternative citoyenne. Je crois que Diogbenou aura son mot à dire. Il y a d'autres noms qui circulent. Et on voit, même si ceux-là ne sont pas trop visibles sur le terrain politique, on verra ce que ça va donner, mais ce ne serait pas... Un certain Romuald Wadagni ne serait-il pas en train de se voir, franchement, promouvoir sur ce terrain par le chef de l'État, parce que ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, ministre aujourd'hui de la coopération... J'ai ouï lire quelque part sur les réseaux sociaux que le chef de l'État serait en train de le mettre en contact avec les grands de ce monde, histoire de lui préparer ou de lui baliser le chemin. Oui, peut-être. Nous ne sommes que dans l'explication, nous autres. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais nous voyons un peu ce qui se passe, où on est en train de le faire super ministre.
au point de devenir moins efficace. Oui, parce que Pourquoi il a déjà suffisamment de casquettes ou bien le portefeuille devient de plus en plus lourd à gérer pour encore faire face à la gestion politique. C'est ce que moi je vois. Parce que, vous savez, en temps, INSAE, qui s'est mieux en INSTAD, était avec le ministère du développement. Tout à fait. On a détaché, on l'a mis au ministère des Finances. C'est toujours lui. On est allé chercher aujourd'hui le volet lourd du ministère des Affaires étrangères, la coopération qu'on lui met. Et les jours à venir, il va faire face maintenant à la politique. C'est-à-dire commencer par gérer commencer par gérer son probable dauphinat. C'est que ça devient un peu lourd, c'est vrai. Mais a-t-on besoin? Moi, je me pose la question. A-t-on vraiment besoin? J'ai un peu de réticence par rapport à votre dernier élément que vous mettez dans l'escarcelle là, son probable dauphinat. Rien n'en est. Vous-même, vous l'avez dit. Probable. Le chef de l'État n'a rien dit. Pour l'instant, aucun signe ne montre quand même que c'est lui. Non, sauf la façon dont nous décrivons, ou nous décryptons, c'est les éléments, ces faits-là. Justement, c'est ça, puisque c'est des questions, c'est des petits questionnements qu'on se fait. Est-ce que c'est dans le sens, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure qu'il serait en train d'être mis en contact avec les grands de ce monde, c'est pour cette raison qu'on lui confie le portefeuille le volet coopération oui, mais je crois que on n'a pas forcément besoin de lui mettre autant de charges pour le faire dauphin. Non, du tout pas. Mais je crains on veut voir peut-être qu'il soit trop surchargé. Son agilité et puis son efficacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, plusieurs casquettes. Parce que être le chef de l'État, c'est quand même être le chef d'orchestre de tout ça. Il est le chef d'orchestre, mais ce n'est pas lui qui gère tout. Non, ce n'est pas parce qu'il est le chef de l'État qu'il doit tout gérer. Du tout pas. Mais il répond. Il répond de tout ça. Il répond. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore à ce niveau-là. On va le rendre inefficace. Parce que trop de charges va le rendre inefficace. Gérer les finances, déjà, ce n'est pas déjà facile. Gérer l'économie. L'économie, voilà. Et mettre maintenant tout ce qu'on a déjà mis. Tout ce qu'on a déjà mis. Il y en a suffisamment. Le portefeuille est lourd aujourd'hui. C'est bien lourd. Qu'on ne se voile pas la face. Il y a suffisamment de volets qu'on a ajoutés et il est un super ministre d'État. Donc, je crois que les jours à venir nous diront quand même et on verra bien parce que si il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, probable, il va commencer par poser des pas qui vont nous édifier, qui nous montreront vraiment que, voilà, lui aussi, il a des visées politiques, puisque jusque-là, il n'a encore rien dit. Il n'a rien dit, et politiquement, je ne crois pas qu'il soit en train de faire quelque chose. Non, du tout pas. On ne le voit pas dans les cercles politiques de façon... La preuve, c'est qu'il est même parti de l'Union progressiste, le renouveau, voilà, dont il était membre au départ. Bon. Et il a dit non, il ne peut pas être membre de l'Union progressiste à temps après. Donc, on verra bien si il va faire son retour à ce niveau. On va souhaiter la bienvenue à Jules Léandre Kitty, qui donc vient d'arriver dans ce studio. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, je suppose que je suis entendu. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à Fortuné à Sogba. Bonjour. Et salut à tous les auditeurs de Diaspora FM. Alors, Vincent Fortuné à Sogba ne faisait que rattraper le temps. En tout cas, parce que il n'était pas là la dernière fois. Donc, pendant que vous n'étiez pas encore là, je lui permettais de donner sa révision sur le sujet phare de la semaine dernière.
Et là, il venait de finir. Et maintenant, vous êtes en studio. Je l'ai entendu finir. On va entrer dans le vif du sujet pour le compte d'aujourd'hui. Louis Blaunou Vlavonou a rempli, évidemment, en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a été investi dans ses charges hier. Et vous avez suivi, même si vous n'étiez pas sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ben, on avait eu le bonheur d'avoir les informations officiellement sur tous les réseaux du groupe de presse Eden TV Diaspora. Et aussi en off, je fais le témoignage que j'étais en contact avec vous. Malgré que là-bas, vous étiez au fouet au moulin, Peggy Ludovic Dagba, vous trouviez le temps de m'envoyer un format breaking news, quelques éléments, les temps forts de cette grande cérémonie. C'est Fortuné Assogba qui me faisait des caprices, je lui demandais des images. Chaque fois que je demandais quelque chose, il me répétait, c'est compliqué. Ben bon, je sais que je vais les avoir avec un patron de presse sur le terrain, à ce moment-là, comprenez que c'est vraiment compliqué. Ben c'est quand même mon jeune frère. Parce qu'il gère beaucoup de choses. C'est quand même mon jeune frère. Ah, d'accord. Nous l'acceptons. Ah oui, ben voilà. Alors, comment vous avez apprécié la chose? Déjà, la mobilisation, le monde qui était là, et puis maintenant... Non, mais vous savez, depuis qu'on observe ces genres de cérémonies d'investiture de la deuxième personnalité politique du pays, bon, c'est vrai, il y a une vice-présidente maintenant, mais ça reste quand même le président de l'Assemblée nationale. Ça a toujours fait grande mobilisation. La première forme de mobilisation, c'est que vous aviez la totalité des députés qui étaient là, tous pareils de leurs apparats d'honorables, des beaux jours, des grands jours. Et ils ne sont plus 83, ils sont 109 maintenant. Moi, j'ai même vu des suppléants qui étaient à côté des titulaires, comme s'ils devraient signer également. Je vais vous dire un petit élément qui, moi, m'a frappé hier. C'est que les députés étaient franchement bien habillés. Il y a ceux qui étaient habillés localement. Mais il y a ceux qui avaient choisi les costumes. Mais je vous dis pas, ils étaient nippés, comme on le dirait. Bon, écoutez, je vais peut-être vous décevoir. Ça ne fait ni chaud ni froid, non, même moi j'ai été particulièrement même si pour la qualité pour un spécialiste de la communication que je suis, l'apparence, la prestance, le dress code, il va avec. Mais le dress code, je veux dire, mais au-delà de ça, il faut voir que l'Assemblée nationale a été quand même renouvelée largement. Il y a beaucoup de nouveaux députés. Vous savez, l'effet que ça leur fait. Députés. Voilà, l'effet que ça leur fait. Bien sûr. Ben, vous n'allez pas demander à un Mali Gomina de bouder le plaisir de se mettre sans col Mao à la Mobutu, c'est quoi? Non, il a changé, il était en très beau costume. Ah, d'accord. Bon, voilà. Je veux dire, bleu Mitterrand. Mais il y a d'autres également, il y a d'autres également que j'ai vu qui étaient assez relax et qui, comme pour dire, j'ai vu par exemple le député Edmond Agouar qui était dans une chemise blanche, bien relax, comme pour dire bon, moi je suis déjà habitué à cette affaire-là. Donc bref, c'est un grand jour et donc au grand jour, il faut donc se mettre dans ses plus beaux habits, c'est une bonne chose. Mais après, il faut rentrer dans le fond, au-delà du protocole où il y avait quand même des représentants des parlements étrangers, parce que le monde aujourd'hui, le monde parlementaire est très bien organisé aujourd'hui. Il y a le parlement de la francophonie, vous avez le parlement panafricain, vous avez les autres pays de la sous-région qui sont là. Et quand vous faites une cérémonie d'investiture en tant que président de l'Assemblée nationale et que vous n'avez pas vos pairs des autres pays qui sont représentés, c'est compliqué. Donc, de ce point de vue, Vlavonou peut s'estimer heureux d'avoir joué le bon coup, même si ce n'est pas la personne de Vlavonou, pour moi, n'est pas une foot de guerre en termes d'organisation de cérémonie qui marque, puisque vous pouvez organiser les meilleures cérémonies, car après on veut voir, vous qui êtes donc la vedette, on voit quelqu'un qui est une foot de guerre en termes de prise de parole en public, de discours assez percutant, mais bon, il a fait
comme il pouvait, et ça s'est bien passé. On n'a pas pu l'empêcher de savourer sa joie, sa sempiternelle joie de faire des références bibliques, de dire que Marie est la mère de Dieu, de rendre gloire à Dieu, à l'Éternel. Il a fini par Dieu. Oui, mais c'est très bien parce que c'est l'omnipotence, l'omniscient, l'omniprésent, c'est bon. Nous tous on lui fait allégeance, mais après c'est le haut lieu de politique. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il dit des grands enjeux politiques de cette législature, par excellence de transition, une législature qui va avoir pour défi d'aborder les questions sensibles d'avant 2026 avec beaucoup de tact, avec beaucoup de circonspection et de doigté, et ça n'a pas raté, mais seulement la manière dont, par exemple, il a abordé la question de probable et nouvelle révision de la Constitution, il a abordé à la Vlavonou, puisque avec beaucoup de pincettes, il a juste dit on pourrait se donner le courage, s'autoriser donc à faire des retouches à la Constitution, des retouches qui sont nécessaires pour l'améliorer, et il s'est empressé, comme pour ne pas s'attirer la foudre des Béninois qui ont un attachement presque fétichiste à ces fondamentaux, viscéral à ces fondamentaux, à savoir nombre de mandats, l'âge, et après la touche personnelle que le régime Talon a apporté, à savoir que nul ne peut de sa vie faire 2 mandats. Mais pour des gens qui commencent, en plus d'avoir de la matière d'interprétation de droit constitutionnel, qui commencent pas à nourrir leur tympan des débats politico juridiques et de vrais et faux constitutionnalistes sur le continent depuis quelque temps, où j'ai pu entendre des Sénégalais, par exemple, pendant que un certain Macky Sall, grand défenseur de la lutte contre les 3e mandats, avait après le pouvoir aujourd'hui est en train de chercher à en faire. Eh bien, je trouve des universitaires là-bas qui ont dit bon voilà, il faut faire la différence entre un mandat et puis une candidature. Donc quelqu'un peut ne pas être autorisé à faire un 3e mandat, mais il faut l'autoriser à être candidat pour un 3e mandat. Et comme si c'est quand il va être élu qu'il faut d'abord après se poser la question de savoir s'il peut faire le mandat. Bon, alors donc maintenant, quand il y a tout ça, heureusement que dans notre pays, heureusement que le président Patrice Talon qui est là, il a posé des actes, même si il est un être humain comme nous, il a posé des actes qui peuvent amener à dire bon, le cas béninois va être un peu différent, on peut lui faire confiance jusqu'à un niveau donné, parce que des ONG très sensibles, importantes de la sous-région ont organisé il y a quelques années une importante cérémonie à Cotonou où on lui a donné le flambeau de sensibilisation contre les 3e mandats. Maintenant, il se trouvera des gens pour dire mais la révision dont parle Vlavonou, si ça se fait, est-ce qu'on ne va pas parler de nouvelle république? Vous voyez, les gens, donc vous oubliez la raison d'État qui pourrait. Bon, alors, donc, c'est pour vous dire que, mais moi, au moins, l'intérêt à ce que Vlavonou, même si c'est avec beaucoup de prudence il en a l'habitude, qu'il a abordé la question, je dis, ça lance le débat. Et donc, on peut commencer par faire le débat maintenant, et chacun peut commencer. À visage découvert, parce que celui qui lance le débat, il ne l'aurait pas écrit si l'intention n'était pas réelle de le faire. Mais réviser la Constitution comme ce n'est pas un crime contre les dispositions légales en vigueur dans notre pays, bien on verra bien, et acteurs politiques, société civile, médias, tout le monde fera le débat. On y est d'ailleurs. Vincent Fortuné, sur votre religion. Merci beaucoup. Hier, quand j'ai entendu dire qu'il y a une possibilité de retoucher à la Constitution, j'ai fait un tic et j'ai compris que l'haricot est déjà sur le feu et que lui Vlavonou ne l'a pas dit ex nihilo. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les petits plats sont déjà mis dans les grands pour que cette révision intervienne. Qu'il vous souvienne, le 12 février, juste après l'installation, juste après de la 9e législature, juste après la déclaration de constitution du groupe parlementaire les démocrates,
certains députés, dont je nomme plus principalement Nicolas Fayon, quand on lui a tendu le micro, la première réaction qu'il a eue, c'est de dire que il y aura révision de la Constitution, que les démocrates réclament une révision de la Constitution. C'est que les autres n'avaient pas dit. On voyait déjà venir là où ces députés de la majorité présidentielle allaient. Ils ont déjà Le les comble, plans. c'est qu'on dit que c'est le député d'opposition qui est le premier à demander Non. la révision de la Constitution. Voilà. Donc, alors que dans les déclarations, les démocrates n'ont jamais dit qu'ils veulent la révision de la Constitution. Il y a des lois chrysogènes qu'il faut revoir. C'est ce qu'ils ont dit. Ben, rien ne vous prouve que dans l'ombre, ils ne sont pas pour la vous révision. savez, hein. non. Je ne suis pas dans les ombres. Voilà. Mais moi, je sais que aujourd'hui, que Louis Vlavonou pose le problème de la révision de la Constitution, cela me pose, moi, un problème. Pourquoi? Quel problème? Il y a environ 4 ans. C'est un acte légal. Hein. Il y a environ 4 ans. C'est ce même Vlavonou qui a été chef d'orchestre de la révision notamment de cette Constitution. Mais efficace. Mais ils étaient dedans. S'ils étaient là, ils étaient seuls. Qu'est-ce qui les avait empêchés de s'empresser de faire une révision sans pouvoir prendre toutes les dispositions et voir tout le contenu? 83 députés qui regardaient dans la même direction. 83 députés sans débat. Mais ils pouvaient quand même faire tout le nécessaire, mettre ce qu'il faut. C'est la preuve. C'est la preuve que cette constitution, comme l'a dit... Non, permettez-moi de finir. Permettez que je finisse là. Permettez que je finisse. Comment Gillian Kitty l'a dit tout à l'heure, ils ont fait une révision sans tenir compte de tous les paramètres. Ils ont mis la touche personnelle Du régime. Et la touche personnelle du président Patrice Talon. La touche qui rassure. Non, ça ne rassure pas. La preuve, on est en train de dire, on veut encore réviser. Vous voyez, vous savez, c'est la loi fondamentale. C'est le note de notre loi fondamentale, il s'agit. Qu'on se lève tous les matins, on dit on veut réviser. Mais pourquoi ne pas réviser et laisser du temps? Ça ne fait pas sérieux. Aujourd'hui, cette révision annoncée, moi, en tout cas, moi, personnellement, ça ne me rassure plus. Ça veut dire quoi? Mais vous n'étiez pas, pas non plus rassuré lors de la première révision? Non, bien sûr. Pourquoi vous voulez être bien sûr, aujourd'hui? Parce que c'est fait notamment sans débat. Et aujourd'hui encore, on vient, qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne vont pas encore faire comme ils l'ont fait il y a 4 ans? Ils vont faire ça notamment. Et ils vont enlever tout ce qu'ils veulent. Il y a les députés de l'opposition aujourd'hui. Vous pensez il y a les démocrates aujourd'hui? Les démocrates, ils sont combien? Ils vont dormir aussi. Ils sont combien? Même s'ils dorment. Ils sont combien? Ils sont 28. Ils sont 28. Oui. 609. Ils ont la minorité de blocage. Vous pensez? Oui. On va voir. Mais je vous dis ceci. Aujourd'hui, tel que le débat se mène, vous l'avez dit, on peut évoquer raison d'État et puis on va sauter le verrou de troisième mandat ou qui bloque le troisième mandat. Mais il y aura nul ne peut faire 2 fois de plus de 2 mandats dans sa vie. Non, rien ne rassure que ça va être Ils vont sauter ça là encore? Bien sûr, ils peuvent le faire, non? Ils peuvent le faire, non? Qui les avait obligés un temps à mettre ça dedans? Personne. Ils vont vous dire, quand on voulait mettre là, on vous a consulté. Non, on vous a pas consulté. Et pour enlever, ils ne vous consulteront pas non plus. Ils ont tous les tours dans les sacs. Et il faut avoir le temps, le courage de le dire. Il faut qu'on reste en éveil. Et Gillian Kitty l'a dit tout à l'heure. Il faut que les médias, la société civile qui n'existe plus, reviennent. Ah non, ils vont vous dire qu'ils sont là. Hein? Non, ils sont pas là. Ils sont où? On les entend où? On les voit où? Quand, permettez-moi, quand Jacques Migan a parlé, ils sont combien à se lever, à hausser le ton pour dire attention? Ils sont combien, ces gens de la société civile, qui rasent aujourd'hui les murs? Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je veux les voir en face, ceux qui sont les animateurs de cette société civile, pour qu'on fasse le débat. Ils font quoi? On a vu, ne touche pas à ma constitution dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un qui se lève de son sommeil, qui dit que les Béninois souhaitent avoir encore un Patrice Talon pour un 3e mandat, ils sont où? Ils ont dit quoi? Donc cette société civile, si elle existe, c'est le moment de commencer par dire
de donner de la voix parce que depuis hier, là, ils doivent commencer par dire attention, oui, révision, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils pressent? Écoutez, ces gens-là, il faut pas leur donner de crédit, ces députés, parce qu'ils ont révisé, eux-mêmes qui ont révisé cette constitution. Ils ont fait des lois dont ils ne connaissent pas le contenu. Vous imaginez? Vous pensez faut continuer à avoir confiance à des gens comme ça? Oui, l'opposition est là aujourd'hui peut-être pour nous dire un peu comment les choses vont se passer. Mais les députés de la majorité présidentielle... Est-ce que vous ne pensez pas que les députés de de l'opposition seront d'accord avec cette révision de la Constitution? Parce que le président de l'Assemblée nationale a de tout le temps parlé de concertation majorité-minorité. Vous pensez qu'il doit avoir concertation avec ceux-là? J'ai pas fini. Et comme les démocrates sont initiateurs d'une loi demandant amnistie, est-ce qu'ils ne seront pas amenés alors à faire des échanges? Tu me cèdes ceci, je te cède cela. Parce que le président Louis Vlavonu, en parlant hier, moi, m'est apparu très serein sur la question. Il n'avait pas une seconde blâmée pour qu'on dise il craint que ça ne puisse pas arriver. Alors, les démocrates étant soucieux ou déterminés à avoir cette loi d'amnistie, on peut leur exiger de concéder cette révision de la Constitution. Je veux voir avant de croire. Vous savez, c'est d'un État il s'agit. Ce n'est pas des intérêts personnels. Il faut pas que les gens se mettent dans la tête que c'est pour des intérêts personnels. Il s'agit d'un État. La loi d'amnistie concerne les Béninois, des Béninois qui croupissent en prison, des Béninois qui sont séparés de leur territoire, qui sont séparés de leur territoire, qui sont séparés. Oui, je viens. Mais il s'agit des Béninois qui sont dehors. Je crois que on ne peut pas leur enlever la nationalité. Pourquoi? Ils sont Béninois et on a besoin d'eux pour construire ce pays. On ne va pas conditionner le vote de ce loi-là à une révision opportuniste de la Constitution. Je crois que on ne peut pas troquer ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, je sais une chose. Si la révision souhaitée va dans l'intérêt du peuple, je ne sais pas pourquoi les députés de l'opposition iraient contre. Mais il y a un danger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont capables de mettre tout ce qu'ils veulent dans cette loi-là encore. Oui, parce que vous m'aviez coupé tout à l'heure, je disais, les gens qui ont voté une loi, qui ne savent pas le contenu, mais on ne peut pas leur faire confiance. Des gens qui, en pleine compétition, arrêtent le jeu et vont voter des lois. Je crois que c'est suffisamment grave, extrêmement grave, pour qu'aujourd'hui, ils reviennent et ils nous parlent encore d'une révision de la Constitution. C'est pas possible. La Constitution, c'est la loi fondamentale de notre pays. C'est notre Bible, c'est notre Coran. Pourquoi tous les matins, on va se lever, on va retoucher? D'accord. Selon le bon vouloir des individus. C'est pas possible. Ils étaient 83. Les 83, quand on dit là, c'est tout le monde. C'est demain. Ils votaient. Mais ils n'ont pas pu prendre le temps pour mettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas voté selon les aspirations du peuple. D'accord. Je suis désolé. Une dernière prise de parole, et franchement en 2 minutes, puisqu'on doit passer à autre chose. Oui, je pense qu'il faut rappeler à l'attention de Vincent Fortuné Asogbar que c'est la Constitution du Bénin qui prévoit les conditions de sa révision. Et je ne crois pas, à moins que j'ai fait une fausse lecture de cette Constitution, aussi bien celle de décembre 1990 que celle révisée de 2019, il n'y a pas un délai pour réviser. Pour peu qu'on ait des raisons suffisantes et que les différentes parties, les différents acteurs... Vous pensez que les différents acteurs ont parlé le même langage pour réviser cette Constitution? Mais non, je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que la Constitution révisée en 2019 respecte ce que Djokbenou nous avait dit ici, dans ce pays? Mais je suis désolé. Le président, sous le régime, et Boniaï, on a fait une constitution. Ils ont mis sur la place publique. Djokbenou est venu, au cours d'une émission, elle a dit,
pour changer une seule virgule, il faut aller dans les hameaux. Il faut aller partout pour parler de ça. Mais vous êtes en train de personnaliser. Attendez, je ne personnalise pas. Ce même Diogbenou était le président de la Cour constitutionnelle. Oui. On a révisé notamment une révision et la constitution de notre pays. On n'en a pas parlé nulle part. Et le même jour, la constitution est votée, la nuit, déjà à 9h, c'est déjà déclaré conforme à la Constitution. Mais on se moque des Béninois. Écoutez, je voudrais vous demander, monsieur Assogba, de considérer les chapeaux les chapeaux institutionnels que les gens portent plus que leur personne, parce que c'est des moules qui sont créés et quand ils arrivent, ils ne peuvent pas passer outre les dispositions légales. Non, il n'y a pas de dispositions. Il n'y a pas de dispositions. Ce que je dis, c'est que la Constitution pour réviser, vous avez voulu et qu'on fasse le débat. La Constitution du 11 décembre, a fait l'objet d'un référendum. Oui, ça veut dire quoi? Cela voudra dire que nous avons fait un débat juridique assez cohérent. Parce que il faut pas faire du juridisme. Non, attendez. L'honnêteté intellectuelle nous impose et la connaissance que nous sommes censés tous avoir du droit constitutionnel nous oblige à savoir qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour réviser la Constitution. Je n'ai pas choisi de la voie. Non, attendez. Certes, la voie référendaire appelle à plus de légitimité, d'accord, parce que c'est la consultation populaire. Mais la voie parlementaire est prévue également par la Constitution. Et ça n'est pas une faute que d'emprunter la voie parlementaire. Maintenant, il s'est fait que, après 1990, et dans la pratique démocratique, les acteurs politiques et de la société civile en sont arrivés. Et ça, les pères de la Constitution l'ont martelé. Il y a un concept non écrit dans la Constitution qui parle de consensus à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est normal que la loi fondamentale, si elle doit être retouchée, que les forces vives de la nation puissent avoir leur mot à dire là-dessus, de sorte à ce que lorsqu'on va réviser ça, notre vivre ensemble n'en prenne pas un coup dur. Et je pense que c'est dans cette veine-là que Diogbenou, d'une autre époque, était en train de dire que pour même modifier une virgule de cette constitution, il faut donc aller dans les hameaux. Mais si après, ayant pris un autre manteau, vous le découvrez dans des comportements qui sont complètement différents de ce qu'il prônait, et ça, c'est la personne de Diogbenou. Après, il n'est pas celui qui fait de la Cour constitutionnelle du Bénin ce qu'il veut. Alors, en 2019, la révision, révision qui a été faite, bon, elle a beau être faite nuitamment, mais moi je pense qu'il y a un débat qui a été fait parce que ça découlait du dialogue politique qui avait été organisé. Le dialogue politique a été fait avec qui? Oui, mais attendez. Politique non, ce n'est pas du militantisme par ici. Merci beaucoup. Mais s'il y a des gens qui refusent d'aller au dialogue, excusez-moi, on a convoqué, on a invité tout le monde au dialogue. Non, excusez-moi, on va arrêtons. Moi, je ne suis pas militant. Le plus important pour moi, le plus important. Je vais demander aux techniciens. Je suis plutôt du côté de la vérité. Disons-nous la vérité. Nous sommes des débatteurs, nous sommes des journalistes. On va y revenir. Mais journalistes, on n'a pas vocation à venir dire qu'il faut empêcher toute révision parce que... Dis tout pas, on n'a pas empêché, je n'ai pas dit d'empêcher. Montez la musique, s'il vous plaît. Bon, je crois que le calme est revenu en studio. On va partir au deuxième sujet. On va revenir à une autre époque, à cette révision de la Constitution qui commence franchement à chauffer l'ambiance dans ce studio. Alors, une autre question, Julien Kitty, qui a quand même agité l'opinion, qui continue d'ailleurs, et un flou artistique continue d'être, entretenu. Est-ce que finalement, Séverin Quenom, le ministre de la Justice, il a été limogé? Bon, vous faites dans votre vice habituel me poser des questions auxquelles vous savez pertinemment que je ne peux pas trouver réponse. Si vous êtes les Béninois. Vous êtes vicieux dans vos questions. Vous voulez dire que les Béninois sont vicieux? C'est vous, Ludovic Dagba, dans vos questions. C'est eux qui veulent savoir. C'est pas moi. Si vous étendez les tentacules de vos vices ailleurs que dans vos questions, c'est votre affaire. Je vous ai généralement informé. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Mais je ne peux pas dans un espace public, pendant que je parle dans un micro, en dire plus que le porte-parole attitré du gouvernement. D'accord. Wilfried Léon Ombidi est sorti dans un entretien qu'il est fait depuis quelque temps entre deux conseils des ministres
où il a dit que, pour une fois, c'est vrai, je l'ai vu dans un exercice extrêmement difficile. Vraiment difficile. Oui, pour un communicant. Moi, ça me passionne de voir ces exercices-là, parce que c'est ça la sorcellerie en communication. Quand vous êtes un communicant, un stratège en communication, sachez que vous êtes un sorcier. On vous demande parfois de faire des choses surnaturelles. Voilà quelqu'un qui est partagé entre l'administrativement correct, c'est-à-dire, il faut dire, je porte la parole du gouvernement, donc la parole que le gouvernement a certifiée. Et lorsqu'il s'agit d'un changement au niveau de l'équipe gouvernementale, ça passe encore à une autre dimension plus sacrée. C'est pourquoi vous voyez le secrétaire général du gouvernement descendre pour en parler. Alors, on a fait, il n'y a pas longtemps, un réaménagement technique du gouvernement. Juste au niveau des casquettes. Et pourtant, le secrétaire général est sorti. Mais dans un cas comme celui-ci, même le porte-parole de silence radio. Maintenant, quand il veut parler, il dit. Et ça, je comprends. Ça veut dire que il y a quelque chose qui peut arriver. Retenez que vous n'êtes pas dans le faux pour autant, le fake pour autant. Et pas non plus dans le vrai pour autant. Dans le vrai, puisque aucun acte officiel n'est pris qui consacre le limogeage du ministre du garde des Sceaux. À partir de ce moment, porte-parole que je suis, je ne peux pas le dire. Wilfried, je ne peux rien vous dire. Alors, et maintenant, il ajoute ce qui va être fait, ce qui doit être fait sera fait bientôt. Donc ça veut dire quoi? Si bientôt on changera le gouvernement ou on limogera Monsieur Quenard, on le fera et je reviendrai vous le dire. Mais le problème que ça pose quand je finis de le dédouaner, lui. Pourquoi le chef ne parle pas alors à son porte-parole pour qu'il porte sa parole, alors que le peuple, franchement, on a envie. Oui, mais parce que comme j'en parlais avec d'autres amis sur les réseaux sociaux dans la journée, et il y a un confrère qui a eu une belle expression pour répliquer à un autre qui disait mais il faut que le chef parle. Il dit mais il parlait entre reporters sportifs. Il dit la parole politique. Une réponse politique, ce n'est pas comme le résultat d'un match de football, puisque tout le monde a vu les buts qui sont marqués sur le terrain, même si les instances internationales ne viennent pas le dire, on sait quel est le score, même si on va faire des recours après. Mais la parole politique, parce que celui qui s'appelle Séverin Quenard, il est ministre garde des Sceaux, c'est pas n'importe quel ministre. Ensuite, il est compté d'une manière ou d'une autre parmi les proches du chef de l'État. Alors, tant que le gouvernement n'a pas encore peut-être tous les éléments pour dire au peuple qui a droit à l'information de façon très précise. Voilà pourquoi nous avons limogé un membre du gouvernement. Parce que mais qu'est-ce qui peut expliquer cette difficulté-là? Oui, mais la difficulté jusque-là... C'est moi qui prends mon stylo, je fais un acte pour dire telle personne n'est plus membre de mon gouvernement, telle personne continue. Mais ce sont des médias qui ont annoncé. Ces médias ne sont pas membres du gouvernement. Ils ne sont pas membres du gouvernement. Mais et aucun membre du gouvernement n'a dit qu'il y a limogeage. Ils ont certainement appris Maintenant, le problème, c'est que quand on scrute l'actualité de ces derniers temps, ce ministre a été tout le temps mis sur la sellette. Et dans des dossiers où des structures qui sont sous sa tutelle, où, regardez, on limoge les forces de l'ordre qui travaillent dans le milieu pénitentiaire. L'administration pénitentiaire régulièrement. Et puis, on va voir des gars, ils mandent contract, on les voit en prison avec tout le matériel de l'ANAC. Bon, ça pose des problèmes. Après, on dit des questions foncières et après d'autres affaires dans lesquelles on cite le nom du ministre sans que ça n'ait encore fait l'objet d'un procès au cours duquel il aura été condamné. Mais à partir du moment, on peut faire des supputations. J'ai même lu des articles qui font état de ce que il y aurait eu des enquêtes menées par des autorités américaines. Mais tout ça qui aurait exigé et obtenu sa tête. À partir de ce moment-là, on parle de disparition de navires de riz complet et qui aurait fait l'objet d'un procès avec une décision qui ne serait pas en train d'être appliquée parce que celui qui serait condamné aurait des liens avec la hiérarchie judiciaire. À partir de ce moment, lorsqu'on met tout ça ensemble, on se dit tout compte fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais de là à dire aujourd'hui que et puis comment il s'appelle Séverin Quenard a été limogé, on ne peut pas le dire. Maintenant, quand le porte-parole vient, la polémique se serait tue. Si lui, il avait dit oui, il est limogé, non, il n'est pas limogé. Mais si lui, Wilfried Léon Ngbédi, au moment où il veut vous parler en ce moment, aux médias, il n'a pas encore toute l'autorisation et tous les moyens de langage
pour vous dire voici ce qui s'est passé. Parce qu'il ne peut pas seulement dire oui, on l'a limogé, prenez ça comme ça. Mais si par exemple... Il est en terrain difficile. Mais pour limoger quelqu'un, quand on limoge, ça doit être acté. Il y a un document qu'on doit montrer à Wilfried Mbedi avant qu'il vienne parler. Donc je ne lui reproche absolument rien. Maintenant, quand il a dit bientôt, ce qui doit se faire sera fait, peut-être qu'il faut avoir la patience de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, pourquoi pas quelques mois. Oui, Fortuné. Oui, patience. Il faut avoir la patience. Oui. Je crois que c'est un manque de respect pour les Béninois. Non. C'est un manque de respect pour les Béninois. Il s'agit d'un ministre du gouvernement. Entretenu par les faits de l'État. Aucune autorité n'a déclaré. S'il vous plaît, je vous ai suivi. Laissez-moi aussi aller. Ah, je ne savais pas que vous maîtrisez beaucoup cette règle-là. Bien sûr. Parce que vous m'avez proprement et puissamment empêché de parler sur l'autre sujet. Vous avez refusé. Et j'ai pour une fois, choisi. De quelle puissance s'agit-il? Pour une fois choisi. On est en train de prendre 2 minutes. Parce que nous avons le technicien gendarme qui nous fait signe là-bas. Allez-y. Écoutez, vous savez, j'ai écouté Julien dans son raisonnement qui m'a plu, seulement que il n'a pas fini là où il devait finir. Il n'a pas chuté. Il n'a pas chuté. Bon, j'ai pas vocation à suivre vos leçons comme du dogme. Je reste Julien. Allez-y. Il a gardé la conclusion pour lui-même et c'est pourquoi j'ai dit c'est un manque de respect pour nous. C'est un manque de respect pour vous. Pourquoi? Pour moi. Parce que nous avons droit à savoir ce qui se passe. Nous avons l'obligation, ou bien ils ont l'obligation, le droit constitutionnel. Voilà, de nous donner l'information. Qu'est-ce qui se passe dans notre régime? Et vous savez, ce n'est pas... Ils sont des habitués des faits. Qu'ils vous rappellent. Vous avez jugé des faits dont ils sont... Julien Petit. Bien sûr. Parce que j'ai des exemples que je vais donner. Oui, allez-y. Bon, je parle parce que je suis surpris de ne pas voir Peggy prompte sur ces... non, laissez Peggy. Ces affirmations tendancieuses. Ah bon, vous trouvez que c'est tendancieux? Bon, maintenant, si c'est l'autre camp à deux contre moi qui se forme encore... Il est en train de vous perdre le temps. Permettez que allez-y directement, s'il vous plaît. Vous savez, j'attends les preuves. Sous ce même régime, voilà, on a fait blackout sur la démission des candidats Zanaï du gouvernement pendant des jours. Non, ça ne peut pas continuer. Il faut que les Béninois soient informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation gouvernementale. C'est un droit. Mais vous ne savez pas si le chef de l'État lui-même a été surpris par l'information qui a été surpris par quoi? Par les médias. Non. Vous pensez que autant de médias vont relayer quelque chose comme ça? Pourquoi on n'a pas dit que c'est tel ministre, tel autre ministre? Est-ce que c'est celui-là qu'on doit? Pourquoi? Vous avez la preuve que Patrice Talon est rédacteur en chef de ces médias? Je vous pose une question. Je n'ai pas dit que c'est Patrice Talon qui a relayé. Non. Peut-être, vous parlez comme s'il est devenu rédacteur en chef de ces médias. Non, du tout pas, mais je vous informe que l'information telle que relayée n'est pas sortie du néant. Ça sort des méandres du gouvernement. Ah, c'est vous qui l'affirmez. Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reconnu que quand le porte-parole du gouvernement est venu, il n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas dit non plus que c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça signifie que lui-même, il reconnaît qu'il y a quelque chose. Alors, pourquoi on ne peut pas nous dire ce qu'il y a? Il ne connaît pas la source de l'information. Mais il n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas dit que c'est faux. Mais il attend de voir si c'est vrai ou pas pour venir l'annoncer. Il attend qui? Il attend qui? Vous soutenez du faux. Vous soutenez du faux. Parce que ça, là, c'est un manque de respect pour nous. Non, il faut qu'on nous dise ce qu'il y a. Parole, il n'invente pas. J'ai lu un confrère. Suivez, j'ai lu un confrère. Non, c'est pas une classe. S'il vous plaît. J'ai lu un confrère qui a écrit ceci. Le ministre Kenom n'est pas malade, selon ce qu'il a appris. Le ministre Kenom n'a pas voyagé. Le ministre Kenom n'est pas limogé. D'accord? Puisque c'est ce qu'on nous a dit. Mais est-ce qu'il continue de vaquer normalement à ses occupations? Pourquoi il n'était pas au Conseil des ministres du mercredi? Voilà les questions. Il n'était pas non plus au Parlement, alors que c'est lui qui qui a l'habitude avec les institutions. Puisque le 12 février, c'est lui qui avait conduit cette délégation. Mais
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'accord pour réellement. ces éléments-là dans l'analyse. Pourquoi après, on ne nous donne pas l'information? Votre micro sera coupé. Ben, coupez-le. Pourquoi on ne nous donne pas l'information? Et on dit que ce qui va être fait, va être fait. Non, on a besoin de savoir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, votre conclusion devait être un manque de respect pour les Béninois, en disant que l'information va venir en son temps. C'est pas bien. Je suis désolé. Madame Kagame est au Bénin depuis quelques heures, depuis l'après-midi de ce jour, en annonçant plutôt, et bien sûr, l'arrivée de son mari tout à l'heure, Paul Kagame. Oui, Paul Kagame. Quels sont les enjeux de cette visite selon vous? Non, moi je ne saurais peut-être parler des enjeux de cette visite. Peut-être tout à l'heure, mon ami, mon grand frère, Gilles Kitty, me différa mieux. Mais moi, je crois que quand on dit Kagame, Paul Kagame, Rwanda, ça fait tic dans la tête. Pourquoi? Déjà, parce que c'est un chef d'État comme tout autre. C'est un chef d'État comme tout autre. Ouais. On vient de parler du nombre de mandats au Bénin. Oui. Paul Kagame est au pouvoir depuis 1994. Peut-être que leur constitution le permet. Je dis bien. On a vu Angela Merkel dans ce pays faire autant d'années. Pourquoi vous allez là-bas? Encore. Pourquoi vous allez là-bas? Parce que c'est des exemples qui peuvent édifier. Non, on sait comment ces pays se gèrent. On sait comment nos pays africains sont gérés également. Donc, considérer, prendre ces exemples, ça n'édifie pas. Paul Kagame est venu au pouvoir en 94 et on voit aujourd'hui, depuis 94 à ce jour, vous imaginez, et il vient au pays pendant que on agite le débat sur un troisième mandat, même si Patrice Talon a reçu le flambeau, il peut être contaminé. Il peut être contaminé. Bien sûr. Julien Kitty ne me dira pas le contraire. Vous avez quelle preuve? Julien Kitty. Il peut être, j'ai dit. Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est une belle initiative. Paul Kagame à Cotonou, c'est d'abord deux amis qui vont se rencontrer parce que Patrice Talon et Paul Kagame sont des amis. Les deux pays sont également une coopération bilatérale très dynamique dans le secteur du transport aérien. Vous avez dans le secteur technologique. Et ça n'est pas de l'invention. Vous savez, le Rwanda est aujourd'hui très avancé dans l'introduction des TIC dans le système éducatif, dans les inventions et ce qui fait beaucoup dans les initiatives que le gouvernement béninois prend actuellement. Maintenant, sur le plan politique, n'ayons pas peur des mots. On sent que la posture que Patrice Talon prend aujourd'hui quand il veut aborder certaines questions géopolitiques ressemble à s'y méprendre à l'attitude de Paul Kagame qui plane au-dessus donc du continent. Ça peut faire beaucoup de fierté, mais après quand vous évoquez la longévité de Paul Kagame au pouvoir au Rwanda, on peut simplement souhaiter que si c'était vrai que, et c'est légitime, c'est pas une infraction, si Patrice Talon décide de copier son ami Paul Kagame jusqu'à un niveau donné, qu'il sache où s'arrêter. Parce que, et d'ailleurs, je pense qu'il le sait très bien, lui qui a son génie également, on peut copier quelqu'un et ça va s'arrêter et ajouter son génie. Et je pense, le dernier point sur lequel je pense que les deux vont parler et ça va être renforcé, c'est qu'il y a échange de technologie ou d'expertise. Vous voyez plusieurs cadres rwandais qui sont sollicités pour occuper des postes de responsabilité ici. Vous ne soyez pas surpris aussi que si Paul Kagame trouve qu'il y a des cadres béninois qui sont à même d'apporter le meilleur à Kigali dans des secteurs sensibles, que cela puisse se faire. Donc dans la question de l'état civil, la digitalisation des services publics, je pense que il y aura beaucoup de retombées pour le Bénin. La seule fausse note là, c'est tellement en sport que Rwanda-Bénin, ça porte pas trop bonheur pour nous. Même avec Guépard, on nous annonce un match ici, après on va là-bas. Franchement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci vraiment pour les avis, et aujourd'hui tranché. Le temps est monté à des moments donnés, mais heureusement, nous avons atterri comme cela se doit, comme toujours. Merci d'avoir été avec nous. C'était Point 7 pour cette semaine. Rendez-vous vendredi prochain. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.
Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.